Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler dans le cadre de nos séquences de nouvelles pratiques entre humains de la question des libertés de genre. Un certain nombre d'humains, un certain nombre d'entre nous donc, se posent la question de comment vivre le genre, comment pratiquer le genre qu'ils ressentent dans leur corps. Voilà une question cruciale pour de nouvelles pratiques entre humains. Pour cela, je vais reprendre bien sûr un peu l'histoire humaine, l'histoire des conditions humaines concernant le genre. Tout d'abord, repérer que ces différences dans le genre, ces multiplicités de genres, ont existé depuis fort longtemps. On en retrouve la trace dans la civilisation sumérienne, 4000 ans avant notre ère. De même, les Amérindiens, avant qu'ils rencontrent la croix, qu'ils rencontrent la colonisation chrétienne, vivaient avec une multiplicité de genres, au moins 5. En Occident, c'est bien l'arrivée des 3 religions monothéistes qui a fait répression concernant les genres et les sexualités. Par exemple, Montaigne, dans son récit Voyage en Italie en 1850, évoque le cas d'une femme qui avait été pendue, dit-il, dans sa tentative de suppléer aux défauts de son sexe, c'est-à-dire qu'elle vivait en homme et avait été pendue. Voilà donc les caractères répressifs liés au monothéisme, mais qui ne sont également pas uniquement religieux en soi, qui sont aussi une façon de pratiquer en société, une façon d'administrer la société. Et par exemple, la Révolution française, si bien sûr elle a aboli le pouvoir de droit divin, a instauré pour autant celui de la déesse raison, et en France, l'ordre hégélo-napoléonien a quand même beaucoup sévi pendant plus de 200 ans, sur la question de la législation d'état civil pour les personnes transgenres. Donc la question des libertés de genre est une question de civilisation. Je n'oublie pas bien sûr la barbarie nazie qui a aussi sévi sur les minorités trans, homosexuels, etc. et sur donc cette question du genre. Je voudrais donc témoigner de mon expérience qui est bientôt de 30 ans en tant que médecin accompagnateur, soit en tant que psychiatre, soit en tant que psychothérapeute, selon le cas, des personnes qui ont présenté cette question cruciale du genre dans leur vie, dans leur histoire, et qui m'ont apporté un certain savoir. Dans ce contexte-là, j'avais été amené à lire un article produit dans l'ouvrage de Krafft Ebing, un psychiatre du XIXe siècle, qu'il a appelé « L'homme se sentant femme ». Cet homme se sentant femme, qui était un médecin hongrois vivant en Allemagne, témoignait justement de cette question du genre pour lui, qu'il avait hanté toute sa vie et qu'il avait vécu toute sa vie. Et ce médecin préconisait donc, dans les études de médecine, de faire un stage de féminité. Puisque lui vivait la féminité, il pensait que ce serait tout à fait intéressant pour ses confrères de faire ce stage de féminité. Alors je n'ai pas fait de stage de féminité, mais j'ai
rencontré plusieurs centaines de personnes trans qui ont su me communiquer, je crois, leur façon d'être, ce qui se passait en eux, leurs pensées, leur logique. En tous les cas, c'est ainsi que je travaille avec ces personnes encore aujourd'hui, d'avancer à chaque fois dans quelle est cette logique autour du genre afin de pouvoir être au plus près de leur vécu. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de transidentité. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est tout à fait intéressant aujourd'hui, qui nous permettra peut-être de quitter ce terme de transidentité, c'est celui d'incongruence de genre. Incongruence de genre a été mis en avant par l'Organisation mondiale de la santé en 2019. Pourquoi est-il intéressant? Parce qu'il me paraît moins ségrégatif, puisque ce que nous avons vu dans l'histoire de la civilisation, c'est finalement des politiques ségrégatives et persécutrices face à des pratiques de genre non conformes, non normées, soit auprès du droit divin monothéiste, soit auprès de la déesse raison. Donc, cette question d'incongruence de genre, comment se passe-t-elle? Finalement, c'est dans, bien sûr, l'histoire de la personne qu'on va trouver la solution de sa question autour du genre. Je crois qu'il y a importance, donc là je parle pour saisir un peu ces vécus logiques, il y a importance à se poser avec la personne la question de l'éveil. Quand y a-t-il eu dans son histoire un éveil vers cette question du genre? Et immanquablement, ça renvoie toujours à un hiatus. Un hiatus, c'est-à-dire à la fois un heurt, comme un heurt de voyelle, entre un A et un O par exemple, mais aussi une ouverture après ce heurt, un heurt et un hiatus. Par exemple, une personne me racontait que l'éveil pour elle, ça avait été à la sortie du magasin où elle achetait du pain, chez le boulanger, et où cette jeune adolescente s'était vue attribuer le « au revoir monsieur » qui pour elle a fait heurt, mais qui un peu plus tard a renvoyé à une ambiguïté. Et là c'est fondamental, c'est-à-dire que cette sonorité, cette valeur sonore, cette valeur de nomination avait eu un effet d'ambiguïté chez elle. Et ambiguïté renvoie à son étymologie, ambigéré, c'est-à-dire à être dans des poussées contraires. Et là, je crois aussi que c'est très important pour saisir comment la personne trans, la personne incongruente dans son genre, va se trouver confrontée au destin de sa question dans sa vie sociale elle-même. Hiatus, ça veut dire donc qu'il y a quelque chose qui, dans un accord entre le genre ressenti et la norme sociale, il y a un accord qui ne marche pas. Et cela peut se retrouver très tôt dans l'enfance, que telle fille va se trouver beaucoup plus en adéquation avec les garçons, va vouloir être en lien avec eux, puisque semblable à eux.
le lien social, le transfert social est très important dans ces questions de genre. Donc, nous partons sur une valeur de genre qui va se mettre à fonctionner. Une valeur, c'est-à-dire que ça vaut vraiment quelque chose. C'est pas la valeur morale, c'est une valeur matérielle, comme l'argent. Et que cette valeur va fonctionner. Donc c'est la valeur de genre contraire à l'anatomie, la valeur de genre contraire à l'ordre social, va se mettre à fonctionner. Et il va y avoir donc des contradictions, des poussées contraires, l'ambiguïté dont j'ai parlé qui va évoluer dans un sens et puis dans un autre, et qui va permettre de saisir les fluctuations, les oscillations des personnes elles-mêmes dans leur situation par rapport à la question du genre. Ça c'est très très important puisque un certain nombre de personnes, que ce soit dans l'entourage proche, que ce soit au niveau médical parfois, ne saisissent pas justement ces oscillations et exigent une sorte de continuité raisonnable. Ce que j'ai trouvé dans les rencontres avec les personnes questionnées par leur genre, ce sont donc des formes-valeurs qui concernent le corps, leur sensation de corps, formes-valeurs concernant leur image et formes-valeurs concernant la façon dont ils sont nommés. J'insiste sur ce mot forme-valeur, dont on parlera un peu plus au niveau théorique la fois prochaine. Forme-valeur, puisqu'effectivement, dans ce genre est associée la question de la forme de l'image, la forme de la silhouette du corps, et que bien évidemment lors de la puberté, cela va être une question cruciale, très matérielle, et comment la question de ce qui est reflété par rapport aux autres va prédominer. L'humain se regarde d'abord dans le miroir d'un autre humain. Et c'est seulement par sa relation à un autre humain, son semblable, qu'un humain se réfère à lui-même en tant qu'humain. Ce transfert interhumain, ce transfert donc de la question humaine, de nouvelles pratiques entre humains, touche déjà cette question du transfert visuel, du miroir. Dans les différentes rencontres que j'ai faites, j'ai toujours insisté sur un accompagnement qui est centré sur les répercussions sur l'image de soi reflétée par les autres, les conséquences dans la façon d'être parlé dans le social par les autres, ou de vivre encore autrement le ressenti corporel. Nous avons donc là ce que j'ai appelé les formes-valeurs de genre, c'est-à-dire les connexions qu'il y a entre des formes-valeurs mots, des formes-valeurs images et des formes-valeurs ressentis corporels. Et c'est lorsque la connexion des trois se fait que, par exemple, une transidentité va se mettre en place de façon assez stable. La première personne trans que j'ai rencontrée, une jeune femme qui m'avait surpris totalement lors de la première consultation de psychiatrie que je faisais, qui était si vous voulez m'aider, alors il faut que vous m'aidiez à retirer le pénis que j'ai entre les jambes. Alors que j'avais imaginé cette personne comme une femme, anatomiquement, avec comment sa façon d'être tout à fait féminine. Et c'était une grosse surprise pour moi, puisque j'avais sans doute des gros sabots de psychiatre et psychanalyste à l'époque.
mais elle m'a beaucoup aidé, avec beaucoup de talent pédagogique, à saisir une partie de la problématique transgenre, à savoir, dans son expérience d'enfance, elle avait été captivée par une forme féminine. Elle avait été captivée par une poupée, qu'elle était belle cette poupée, et comment elle aurait aimé pouvoir être à sa place et animer les vêtements. Et c'est cette jeune femme qui avait eu donc un vécu d'abandon, qui avait été placée dans une famille d'accueil, justement a rencontré à la fois le garçon de la famille d'accueil et la fille de la famille d'accueil. Elle n'avait aucune accointance avec le garçon, il y avait un hiatus, et il y avait au contraire une certaine complicité d'être avec cette fille de la famille d'accueil. Et cette dernière place un jour, hasard ou pas, un collant sur le lit de ce qui était alors un garçon, qui était vécu comme garçon par lui-même. Et donc il y a un plaisir à enfiler le collant qui n'est pas du tout un plaisir voyeuriste ou un plaisir sexuel en soi, qui est simplement une sensation d'être, où pour la première fois cet enfant ressent son corps. C'est la première fois qu'il pense avoir un corps et qu'il a ainsi une valeur supplémentaire de bien-être selon ce qu'elle m'a dit de cet événement. Et cet événement nécessitait ainsi de pouvoir connecter le mot fille, c'est-à-dire de pouvoir être nommée fille. Voilà quel était son appel, la force de l'appel qui fait puissance, de pouvoir, ce qui venait d'être connecté, d'avoir un corps avec un vêtement féminin, la sensation d'avoir un corps pour la première fois avec un vêtement féminin, d'être capté par cette image de fille, cela nécessitait une nouvelle connexion, de pouvoir être appelée fille. Et je résume ainsi très très rapidement la question des femmes trans, qui du coup, bien sûr, ont un appel connecté et vers la démarche ensuite de pouvoir changer de prénom et d'état civil. C'est donc ces connexions des trois formes valeurs, mots, image, corps, leur logique, que je rencontre à chaque fois dans mes expériences professionnelles, de psychothérapeute ou de psychiatre. Alors ces formes valeurs, du fait même de la société, du fait même du groupe familial, du fait même de l'école, du fait même du lieu de travail, tout dépend des moments historiques, se complique. C'est-à-dire que l'ordre personnel découvert par la personne trans, par la personne questionnée par son genre, cet ordre personnel dont je viens de parler, la connexion entre mot, image, corps, du genre contraire à l'anatomie, va faire heurts avec un groupe social, celui de la famille, celui de l'école, celui du travail, les circonstances. Et c'est là où il y a un nouveau hiatus, donc nouvelles ambiguïtés, nouvelles poussées contraires, et donc oscillation vers la transition ou pas, éventuellement, à la fois pour la personne et pour son entourage, surtout si elle est mineure dans la famille. C'est là une façon de pouvoir aider du coup la logique parfois insu qui se dégage des problématiques et qui va nous permettre de
aller vers ce qui pousse vers la liberté de genre, vers la liberté de vie pour ces personnes. La problématique majeure, me semble-t-il, est donc ce hiatus, ces ambiguïtés qui sont interprétées, qui prennent une signification pour l'entourage social, et que la question à traiter alors est celle de la faute, éventuellement. La faute qui souvent se raccorde dans notre civilisation capitaliste à celle du déficit. Il y a des êtres qui seraient déficitaires. Telle est la position de la majorité des psychiatres par rapport à la folie. Telle est la position qui a longtemps été celle aussi des psychiatres par rapport à la transidentité. Et il faut quand même rappeler que, effectivement, dans les théories psychiatriques ou psychanalytiques, c'est bien ce déficit qui est mis en avant et qui est traité comme déficit. Alors que l'on voit bien qu'avec notre logique de fonctionnement de valeur, d'une valeur, mettons, de genre garçon qui ne fonctionne plus et qui va vers le fonctionnement d'une valeur fille, nous sommes dans une autre éthique, qui est celle de la personne elle-même, et où le partage de savoir, du coup, est donc facilité par cette éthique de forme-valeur. Cette position déficitaire de l'être humain, bien sûr, était la source de la barbarie nazie au XXe siècle, la source de la plus grande catastrophe dans la civilisation, celle du nazisme. Et donc il convient de pouvoir traiter autrement, c'est une évidence, cette question de la transidentité, la question du genre. Et pour cela, donc, il convient de partager notre savoir commun entre humains, avec les personnes questionnées par leur genre, les personnes questionnées par leur valeur de genre, de pouvoir travailler avec elles, avec les associations trans, de pouvoir travailler ce phénomène humain pour pouvoir comprendre de façon logique et humaine ce phénomène et éviter ainsi les rejets, les politiques de rejet ou les attitudes de rejet qui finalement obéissent toujours à un principe qui est posé à la fois comme source de toute explication et comme réalité supérieure.